Bonjour à tous. Alors déjà, je dois vous dire à quel point je suis heureux d'être ici. Pour trois raisons. La première, hier soir, j'arrive dans ma chambre d'hôtel, je vois deux superbes bouteilles qui m'attendent sur la petite table à côté du lit. Donc je me dis déjà, ça part sur de bonnes bases. Ça s'est prolongé avec une bonne impression qui s'est confirmée dans la soirée grâce à une tête de veau qui n'était probablement pas très légère et dont j'ai peut-être abusé quantitativement. Mais en tout cas, elle était excellente. Et puis la troisième raison, c'est qu'on m'a refilé un sujet que je trouve passionnant. Parce que déjà, j'ai l'impression de ne pas faire grand-chose. Mais alors, si j'arrive à en faire encore moins, je vais peut-être finir par être payé à ne rien faire, et c'est quand même le plus beau métier du monde. Alors, les extractions instrumentales. D'abord, Didier Rittmuller, tout à l'heure, m'a fait remarquer que, c'est le titre qu'on m'a donné, les extractions instrumentales, mais aujourd'hui, on ne doit plus dire les extractions instrumentales, mais les accouchements instrumentaux. Alors, quoi qu'il en soit, voilà les chiffres français. 2016, enquête nationale périnatale, 12-13%, ça varie selon les sources, les enquêtes, mais voilà. En France, on fait 12-13% d'extraction instrumentale, 20-21% de césarienne. Et ce qu'on peut retenir, en gros, c'est qu'une Française a 2 chances sur 3 d'accoucher spontanément. 2 chances sur 3. Autre remarque avant d'aller plus loin, c'est que ça, c'est une moyenne. Et Nicolas et Richard, tout à l'heure, à propos des césariennes, avaient fait une remarque très juste en disant qu'il y a des disparités nationales très importantes. Et on retrouve ces disparités très importantes selon les régions, selon que l'on considère les établissements publics ou les établissements privés. On a des taux d'extraction instrumentale qui sont très différents. Et il y a probablement une réflexion à avoir et des efforts à faire pour parvenir à une certaine harmonisation des pratiques. Tout à l'heure, on a cité une maternité qui avait un taux de césarienne de 45%. Est-ce que c'est acceptable d'avoir en France une maternité qui a 45% de césarienne? Bon. Alors, quoi qu'il en soit, voilà quelques données européennes. Alors, ce sont les chiffres de 2010. Et, grosso modo, en Europe, je n'ai pas considéré le monde parce qu'effectivement, l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique, c'est tellement différent. J'ai préféré regarder uniquement les pays les plus proches de nous. Et vous voyez qu'il y a 3 couleurs. Ces 3 couleurs correspondent à des pratiques radicalement différentes. J'ai mis en rouge des pays qui soit ont abandonné l'obstétrique, au sens où elle existe, où elle existait, soit sont en train de le faire. Ce sont des pays où on a à la fois un taux très élevé de césarienne, des taux très faibles d'extraction instrumentale parce qu'on se méfie de ces choses-là, et quand une femme a eu la chance d'échapper à la césarienne et à l'extraction instrumentale, eh bien, généralement, elle se tape un taux très élevé d'épisiotomie. Alors, par exemple, on n'est pas là pour faire de la délation, pour dire du mal des autres, quand même. Oui, je sais, c'est l'esprit humain. D'accord ? La Roumanie, 37% de césariennes,
0,5% d'extraction instrumentale. Alors oui, quand Richard me demande « Est-ce qu'on peut réduire les extractions instrumentales ?» ma réponse est oui. 0,5%, et pour celles qui accouchent par en bas, 68% d'épisiotomie. C'est génial. Un hôpital dans notre région, vous savez, les petits hôpitaux ont du mal à recruter, les internes qui sortent de nos facultés n'ont pas envie d'aller y travailler, et un hôpital de notre région avait recruté une obstétricienne roumaine. Elle ne savait pas faire d'extraction instrumentale. C'est ballot. Voilà. Elle a appris depuis. Bon. Donc les pays rouges, les pays en rouge ne sont pas des pays dont il faut s'inspirer, évidemment. Les pays en vert, essentiellement les pays scandinaves, donnent des chiffres. Alors, ce sont des pays que je ne connais pas, je ne les ai jamais visités, même en tant que simple touriste. Mais disons que sur le papier, c'est quand même assez attractif sur le plan obstétrical. On a cité tout à l'heure le cas de l'Islande, je le recite, 15% de césarienne, 6% d'extraction instrumentale, 7% d'épisiotomie. 80% des femmes accouchent spontanément par voie basse. D'accord ? Alors si ça se passe comme ça là-bas, pourquoi pas chez nous? Alors, j'imagine que c'est certainement pas facile, parce que dans tout ça, il y a des éléments culturels. D'accord? Il y a la médecine, mais il y a des éléments, on va dire, techniques, mais il y a aussi des facteurs culturels qui sont extrêmement importants et qu'on ne peut pas modifier comme ça. Alors, comment augmenter les chances de voie basse spontanée? Parce que la bonne question, c'est ça. C'est pas comment diminuer les extractions instrumentales, c'est comment augmenter les voies basses spontanées. Alors, il faut déjà aborder la question de l'anesthésie péridurale. Elle est fondamentale. Ensuite, on va parler de l'approche physiologique de l'accouchement. C'est un sujet qui est extrêmement à la mode et qui est également fondamental. Et puis enfin, je terminerai par la problématique de la prise en charge des variétés postérieures. Est-ce qu'elle justifie une prise en charge particulière? Et notamment, est-ce qu'il faut faire largement de la rotation manuelle, comme certaines équipes le font? Bon. Alors, la péridurale. Non, mais c'est un sujet qui est vachement important, la péridurale. Je ne suis pas anesthésiste, je ne pense pas qu'il y en ait dans cette salle, je ne sais pas, mais peut-être, mais c'est un sujet qu'il faut aborder. Pourquoi? Parce que quand j'ai reçu ce sujet à traiter, évidemment, comme tout le monde, mon premier réflexe, c'est d'aller sur Internet, de pianoter, de surfer, d'aller voir à droite, à gauche. Est-ce que je peux avoir des renseignements, des éléments intéressants? Et on tombe très facilement sur des sites anglo-saxons. Alors, il y a des sites médicaux, et puis il y a des sites à destination du grand public. Très intéressant. Parce que un des premiers messages qu'on voit, c'est le suivant. Mesdames, si vous voulez augmenter vos chances d'accoucher normalement, ne demandez pas d'anesthésie péridurale. Ça, c'est le message que l'on donne dans les pays anglo-saxons. Et ce message s'appuie sur des publications. Alors voilà par exemple une méta-analyse qui date de 2011, qui inclut 38 études et près de 10 000 femmes, donc c'est quelque chose d'assez imposant. Et cette méta-analyse dit clairement que l'anesthésie péridurale augmente la fréquence des extractions instrumentales et le besoin d'administration d'ocytocine. Ça, c'est ce qu'on voit très facilement dans la littérature médicale et généraliste à destination du grand public aujourd'hui. Alors, et pourtant, ce n'est pas du tout ce que nous disent les anesthésistes français. Ils nous disent « Ah ben non, c'est pas vrai ». Alors, qu'est-ce qui se passe?
il se passe que l'anesthésie péridurale d'aujourd'hui, en tout cas telle qu'elle est pratiquée en France, n'a rien à voir avec l'anesthésie péridurale qui était pratiquée en France il y a 20 à 30 ans. D'accord ? Les produits ont changé, les doses ont changé, les modes d'administration ont changé. On a gardé le même nom, mais finalement, ça n'a pratiquement rien à voir. Les protocoles actuels d'anesthésie péridurale utilisés en France sont des protocoles qui n'entraînent pas de bloc moteur, qui sont tous compatibles, ou à ma connaissance en tout cas, avec par exemple une déambulation. Et alors, je ne sais pas si c'est vrai partout dans le monde, d'accord, mais voilà, c'est ce qu'on a aujourd'hui en France. Et voilà par exemple les résultats qu'on a eus aux Pays-Bas. Alors j'imagine qu'ils ont des protocoles comparables aux nôtres, mais vous voyez qu'en l'espace de 10 ans, alors j'ai oublié de dire quelque chose, mais qui est fondamental. Pourquoi cette question de la péridurale est cruciale pour nous? C'est que la France est de loin le pays du monde qui a le taux d'anesthésie péridurale le plus élevé. On est à plus de 80%. D'accord ? Dans la plupart des autres pays, on ne dépasse pas 20 à 30%. Et parfois, on est bien en dessous. Donc, effectivement, s'il y a un impact, c'est un élément fondamental à savoir. Et voilà donc ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, le taux d'anesthésie péridurale a été multiplié par 3 en 10 ans. Alors c'est vrai qu'on était parti de très bas, vous voyez, en l'an 2000, il y avait 8% d'anesthésie péridurale, et on est passé de 8% à 24% chez les nullipares. Et dans le même temps, le taux d'extraction instrumentale a diminué de manière significative. D'accord ? Donc, quand les anesthésistes français nous disent que leurs protocoles actuels n'ont pas d'influence négative sur l'issue de l'accouchement, eh bien je les crois. Et ce point sur la péridurale, il est fondamental pour la suite du topo. Alors, approche physiologique de l'accouchement. Ce bouquin qui est à gauche, je ne l'ai pas lu, mais il y avait une page entière dans le Figaro il y a quelques semaines. Voilà. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a vraiment aujourd'hui une demande du grand public pour aller vers un accouchement, on va dire, moins médicalisé, plus naturel. Voilà. Et ça fait l'objet, c'est vraiment un sujet d'actualité, ça a fait l'objet de plusieurs recommandations cette année, l'an dernier, par les sages-femmes, par le CNGOF, et il y a des recommandations similaires qui sortent un peu partout, à l'étranger. Alors qu'est-ce qu'on peut proposer ? Il y a plusieurs éléments de réflexion. Il y a ce qu'on appelle le soutien... mince. Ah bon. Ah ouais. Bon, il y a ce qu'on appelle le soutien continu pendant le travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que la femme ne se retrouve pas toute seule dans la salle de travail, qu'elle ait un accompagnement familial, habituellement le mari, mais peut-être que derrière ce terme de soutien continu, il y a des réalités qui sont extrêmement différentes. Le soutien continu tel que je le vois, c'est souvent un mari qui a l'air un peu terrorisé, tétanisé, qui a l'air un peu con et ridicule avec sa Charlotte sur la tête, qui reste assis sur sa chaise et qui ne sait pas quoi dire. Bon, on peut peut-être imaginer des soutiens continus, des formes de soutien continu un petit peu plus agréables, un petit peu plus sympas, en fait, qui amèneraient à recréer une atmosphère familiale dans la salle de travail.
Mais quoi qu'il en soit, cette histoire de soutien continu, elle a fait l'objet de nombreuses études et de méta-analyses qui montrent clairement un impact sur le mode d'accouchement. Vous voyez que le taux de voix basse spontanée augmente, les césariennes et les extractions instrumentales diminuent, le travail est plus court, et il y a probablement un effet antalgique, ce n'est pas le bon mot, en tout cas une meilleure tolérance à la douleur, puisque le besoin anesthésique diminue également. Alors, l'impact, il est limité, mais il est significatif. Deuxième élément, je me suis dit, il faut que je dise du bien des sages-femmes, parce que, comme dans la plupart des congrès, elles sont majoritaires dans la salle. Donc, cette diapo, c'est une méta-analyse sur ce qu'on appelle les modèles de soins continus par une sage-femme. Alors, petite parenthèse, c'est que un facteur limitant dans l'interprétation de cette littérature médicale, c'est que les choses ne sont pas clairement définies. Encore une fois, qu'est-ce qu'un soutien continu? Qu'est-ce qu'un modèle de soins continu? Peut-être que, voilà, d'une étude à l'autre, les réalités sont un petit peu différentes. Et parfois, on a du mal à faire des comparaisons. Mais le modèle de soins continu, ça veut dire tout simplement que... Le modèle de soins continus, ça veut dire tout simplement que la femme va être prise en charge durant toute sa grossesse. La grossesse, l'accouchement et le postpartum par une même sage-femme ou en tout cas par une même équipe réduite avec laquelle elle va pouvoir tisser de vrais liens relationnels. Et si bien que lorsqu'elle va arriver pour accoucher en salle de travail, eh bien, elle a de fortes chances d'être prise en charge par une sage-femme qu'elle connaît déjà. Eh bien, voilà les résultats de cette méta-analyse sur les modèles de soins continus par une sage-femme. Et, comme précédemment, on a un peu moins de césarienne, un peu moins d'épisiotomie, un peu plus de voix basse spontanée, un peu moins d'extraction instrumentale, un peu moins de recours à une analgésie régionale. Troisième élément de réflexion concernant l'accouchement physiologique, il me reste que 14 minutes. Troisième élément, c'est la position. Alors, j'ai utilisé le terme, j'ai gardé l'anglicisme upright positions parce que je ne savais pas très bien comment le traduire en français. J'ai l'impression qu'en fait, voilà, c'est le terme qui est retenu dans la littérature internationale, mais il reflète, en fait, il désigne des positions un petit peu différentes, un petit peu disparates, leur principal point commun étant de ne pas être un décubitus. Eh bien, quelle est l'influence? Est-ce que ces positions ont une influence? Ces positions pendant le second stade du travail, est-ce qu'elles ont une influence démontrée sur le mode d'accouchement? C'est là que ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'anesthésie péridurale a une importance un petit peu particulière. Parce que, voilà, vous avez pas mal d'études sur le sujet avec des méta-analyses. Mais la plupart de ces études portent sur des femmes qui n'ont pas eu d'anesthésie péridurale. Alors, que doit-on faire? Quelle est l'étude, quelle est la méta-analyse qui s'applique à la France, sachant qu'en France, 80% des femmes ont une anesthésie péridurale? Vous voyez qu'il n'y a eu que 5 études. Vous voyez qu'il n'y a eu que 5 études sur l'influence de la position chez les femmes avec péridurale. 5 études, des effectifs insuffisants pour conclure. On ne peut rien dire. On ne peut pas dire que ça ne marche pas, on ne peut pas dire que ça marche. OK ? En revanche,
on a un grand nombre d'études sur l'influence de la position chez les femmes sans péridurale. D'accord ? Mais si on admet, comme on l'a vu tout à l'heure, que l'anesthésie péridurale, telle qu'elle est faite aujourd'hui en France, n'a pas d'impact négatif sur le travail et l'accouchement, eh bien, on se dit que cette méta-analyse sur les 30 études concernant des femmes sans péridurale, elle concerne peut-être, enfin, elle est peut-être applicable à ce qui se passe en France. Et dans cette méta-analyse, eh bien, effectivement, le fait d'avoir des positions autres que le décubitus améliore le pronostic de l'accouchement. On a moins d'extraction instrumentale, on a moins d'épisiotomie, on a moins d'anomalies du rythme cardiaque fœtal. Curieusement, on a davantage d'hémorragie du postpartum. Voilà. Donc, c'est... Quatrième élément, on a évoqué la question tout à l'heure, c'est la problématique de la durée du travail. À partir de quand un travail devient-il pathologique ? D'accord ? À partir de quand la sage-femme doit-elle me réveiller la nuit ? Question fondamentale. Non mais, voilà. Et effectivement, depuis des décennies, on apprend des normes qui reposent principalement sur les travaux de Friedman dans les années 50. Et alors peut-être que ces normes étaient adaptées aux femmes qui avaient dans les années 50, mais en tout cas, il est clair que ces normes ne sont plus applicables à la population actuelle. D'accord ? Et que la durée, on ne sait pas définir aujourd'hui ce qu'est la durée normale du second stade du travail. On peut simplement dire que parmi les femmes qui ont accouché normalement, spontanément d'un enfant en bonne santé, eh bien, le 95e centile de la durée du second stade du travail, il se situe largement au-dessus de 2 heures. On est aux environs de 3 heures. OK ? Et on a vu tout à l'heure également que, finalement, si le rythme cardiaque fœtal est normal, eh bien, la prolongation du second stade du travail au-delà de 2 heures ne paraît pas avoir d'effet négatif sur le nouveau-né. C'est quelque chose qui n'est pas parfaitement consensuel dans la littérature internationale, mais voilà, d'après les données françaises, il ne semble pas y avoir d'effet délétère sur le devenir néonatal. Donc ça veut dire tout simplement que, voilà, on n'a pas à décider une extraction instrumentale à 2 heures, simplement au seul motif que, ben voilà, on est 2 heures après dilatation complète. Il faut probablement laisser du temps au temps. Voilà. Problématique des efforts expulsifs. C'est une problématique difficile à analyser parce que la gestion des efforts expulsifs, elle est extrêmement variable selon les pays, et donc l'interprétation de la littérature internationale est extrêmement difficile. En France, la plupart des sages-femmes et des obstétriciens sont convaincus que le mieux, c'est de solliciter les efforts expulsifs le plus tard possible. Il faut vraiment attendre le plus possible, que la tête descende le plus possible. Et ce n'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Eh bien, d'après les études actuelles, on a l'impression, voilà, qu'il y a peut-être un petit bénéfice à cette attitude-là. Mais la valeur statistique des études, elle est vraiment extrêmement limite. Et c'est difficile d'être formel. Et c'est vraiment un point qui mériterait probablement des études complémentaires. Il faut que j'accélère un petit peu, je suis désolé, parce que je vois qu'il me reste que 7 minutes. Bon. J'ai la mauvaise habitude
de dépasser parfois un petit peu mon temps de parole. Il y a un problème important dont il faut parler, c'est celui de la gestion des variétés postérieures. Alors, les variétés postérieures, quand on est au début du travail, la femme arrive en salle de travail, si on fait une échographie, eh bien, on a grosso modo un tiers des fœtus qui sont en variété postérieure. Alors qu'à l'expulsion, à la naissance, c'est largement moins de 5%. Donc, entre les deux, il va y avoir une rotation. On a un certain nombre d'études très bien faites sur le sujet qui montrent que la majeure partie, enfin une grande partie de cette rotation va être faite entre la fin du premier stade du travail et le début du second stade. Et quand la femme est à dilatation complète, avec une tête engagée, partie haute, on a encore à peu près 10% de variétés postérieures. Alors, ces 10% de variétés postérieures, qu'est-ce qu'on doit en faire? Petit rappel de mécanique obstétricale. Alors, vous avez donc sur le dessin du haut, il n'y a pas de petite flèche? Si, une petite flèche. Voilà. Vous avez ici la poussée utérine. Tout ça s'est inspiré des travaux de Farabeuf, les écarteurs de Farabeuf, mais Farabeuf, avant d'avoir inventé les écarteurs, il a surtout été... il a eu une action révolutionnaire sur la pédagogie médicale, l'enseignement de la médecine, et on peut le considérer comme le véritable fondateur de la mécanique obstétricale. Et donc, Farabeuf, voilà, il nous dit que la poussée utérine en noir, elle propulse le fœtus contre l'arc antérieur du bassin. Et que l'arc antérieur du bassin va ensuite exercer une réaction, exactement comme quand une balle rebondit sur un mur. Et cette réaction de l'arc antérieur du bassin, ici, on peut la décomposer, ça c'est de vieux souvenirs de physique, on peut la décomposer en deux forces perpendiculaires. Une force dirigée vers le bas qui est une force de glissement, et une autre force qui est perpendiculaire à la précédente, qui n'est pas une force de glissement, mais qui va avoir une action fondamentale sur la flexion de la tête et sur sa rotation. Et cette rotation, elle se fait autour de l'axe qui passe par l'apophyse odontoïde, mais cette rotation, elle se fait grâce à un bras de levier. Et ce bras de levier, il est fondamental, et vous savez qu'une même force agit d'autant plus facilement que le bras de levier est plus long. Quand vous avez une tête qui est mal fléchie, eh bien, le bras de levier, entre le centre de gravité et l'axe de rotation, ce bras de levier, il est très court. Si la tête est complètement en position indifférente, le bras de levier est quasi nul. Quand vous avez une tête qui est très bien fléchie, non seulement vous avez des dimensions de présentation qui sont nettement plus faibles, donc ça passe déjà beaucoup plus facilement, mais en plus, vous avez un bras de levier qui est beaucoup plus long, ce qui veut dire que la poussée utérine aura beaucoup plus de facilité pour faire tourner la tête. Alors, les variétés postérieures, malheureusement, elles ont un handicap. Elles ont un handicap parce que, déjà à la base, avant même le début du travail, elles sont moins bien fléchies. Donc, comme elles sont moins bien fléchies, eh bien, le bras de levier rotateur, il est plus court. Et en plus, quand elles passent en position transverse, il y a un risque de déflexion supplémentaire, et à ce moment-là, la situation peut être complètement bloquée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que les sages-femmes font très souvent, ce sont des changements de position. On va mettre la femme à quatre pattes, on va la mettre sur le côté. C'est quelque chose qui est de pratique courante. On n'a pas l'ébauche du début d'une preuve que ça marche, que ça sert à quelque chose.
Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut dire simplement qu'on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves parce que les études sont à la fois peu nombreuses et puis méthodologiquement très difficiles. D'accord ? Ça paraît très difficile de dire à une femme de rester en position génupectorale pendant 2 heures. Alors on va peut-être le faire pendant un quart d'heure, mais est-ce qu'un quart d'heure ça sert à quelque chose? Donc finalement, voilà, c'est quelque chose, c'est une pratique qui est quotidienne en salle de naissance, mais qui pour l'instant n'est absolument pas évaluée. Alors je vais terminer par la rotation manuelle. Richard, il est où? Tu m'accordes 5 minutes ou... Non, mais... Je quémande. Ah, parce que j'aime bien... Bon, voilà, je ne peux pas parler de la rotation manuelle. La rotation manuelle, c'est Stéphane Tarnier. Je ne peux pas parler de Tarnier sans dire tout ce qu'il a fait d'extraordinaire. Le forceps de Tarnier, c'est quand même une merveille. Hein? Oui, c'est une merveille. La couveuse, c'est lui. L'allaitement artificiel, c'est lui. L'asepsie obstétricale, d'accord? Vous saviez comment ça se passait quand Stéphane Tarnier a pris la chefferie de service? Mortalité maternelle en suite de couche, 18% à Paris. Pourquoi? La visite de l'interne dans l'unité des suites de couche. Patiente suivante. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on travaillait. D'accord? Tarnier a fait appliquer les principes d'hygiène définis par Pasteur, c'était à la même époque. En quelques années, la mortalité maternelle en suite de couche est passée de 18% à 1%. C'est extraordinaire. Voilà, donc la rotation manuelle des variétés postérieures, c'est Tarnier. Donc, c'est tout ça pour dire que ce n'est pas un scoop, ce n'est pas quelque chose qui vient de sortir il y a 5 ans, ça fait plus d'1 siècle. Mais depuis plus d'1 siècle, c'est un élément qui n'a jamais été véritablement évalué. Alors, il y a quelque chose d'assez curieux parce que c'est un phénomène un petit peu culturel. Dans certaines maternités, on a cette habitude. On a cette habitude depuis longtemps. De génération en génération, on tourne les têtes. Dans d'autres maternités, ça ne s'est jamais fait. C'est comme ça. Alors, voilà, c'était à l'automne dernier, j'ai assisté à une thèse à Nancy, donc j'ai pris cette référence-là. Il y en a d'autres, mais j'ai pris cette référence-là. Facteur de réussite de la rotation manuelle. Donc une étude faite à Nancy, 233 tentatives de rotation manuelle, une seule par femme, un taux de succès de rotation d'environ 70%, 3 complications majeures quand même, c'est un geste qui n'est pas totalement anodin, une procidence du cordon et 2 anomalies graves du rythme cardiaque fœtal. Cette étude a principalement montré que la rotation manuelle marche mieux, le taux de succès est meilleur quand elle est faite à dilatation complète, sur une tête engagée, après un travail spontané, et surtout, et c'est ça qui est problématique, quand le geste est fait de manière systématique et pas devant une dystocie. Ça veut dire, on a dit tout à l'heure, qu'il y a 10% des femmes, enfin il y a 10% des fœtus qui sont encore en variété postérieure quand ils sont engagés partie haute. Ça veut dire que potentiellement, en théorie, la rotation manuelle, on devra la faire chez 10% des femmes, ce qui n'est pas négligeable. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose? Ben, j'en sais rien. J'en sais rien parce qu'on n'a aucune étude randomisée. Je répète que c'est quelque chose qui se fait, mais qui n'a pas été véritablement évalué. Les arguments en faveur de cette manœuvre existent, mais ce sont des arguments quand même très indirects et qui ne suffisent pas pour l'instant à faire recommander la généralisation de cette manœuvre.
Voilà, je suis désolé d'avoir dépassé mon temps de parole de quelques minutes et de devoir abréger un petit peu la fin. Je suis convaincu que oui, on peut réduire le taux d'extraction instrumentale. On est à 12-13%. Je pense que, voilà, en s'inspirant des pays scandinaves, on pourrait probablement passer à 8-9%. Mais j'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas une recette simple. Il n'y a pas un moyen unique qui permettra cette chose-là. C'est plutôt un ensemble de 3, 4, 5, 6 moyens qui auront chacun un impact très limité. Je vous remercie. Alors, notre maître de cérémonie nous autorise une question. Allez-y. Bonjour. J'ai observé avec grande attention votre cartographie de l'Europe. Et il y a un pays qui m'interpelle beaucoup, un pays qui est voisin, en plus c'est l'Allemagne. Alors d'ici on voit l'Allemagne un peu comme un pays un peu bio, où les femmes allaitent beaucoup, où le suivi global est beaucoup plus répandu que chez nous, où les femmes vont accoucher avec leur sage-femme chez qui, voilà, à l'hôpital où la sage-femme a ses entrées. Donc vous parliez du suivi en salle de naissance. Je crois que leur taux de péridurale est à peu près à 23 à 24%, alors chez nous, vous l'avez rappelé, il est à 80%. Et pourtant, on s'aperçoit que ce pays est dans le rouge, donc avec un taux de césarienne important, un taux d'extraction instrumentale également très important. Donc je voulais savoir si vous avez une explication à ça. Non, je n'ai pas d'explication. Tous ces chiffres sont extraits d'un rapport de l'Union européenne qu'on trouve très facilement sur Internet. Il est en accès libre. Non, je me suis intéressé, à mon avis, je me suis surtout intéressé aux pays en vert, si vous voulez, ceux qui ont des très bons chiffres, et je pense que ça mériterait que le collège, que ce soit le collège des sages-femmes, le collège des obstétriciens, envoie peut-être des missions d'études pour vraiment comprendre les choses, voir comment ça se passe, comment on fait pousser les femmes, comment on gère le travail, il y a certainement des choses qu'on ne peut pas transposer facilement chez nous, mais il y a probablement d'autres éléments qu'on peut transposer chez nous. Bon. Merci René.